La rubrique Ça se discute ce soir. Je suis avec Delphin Gangonan. Il est assureur et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Bonsoir à toutes et à tous. C'est Sitonouko, administrateur culturel. Bonsoir à vous. Oui, rebonsoir Eric, rebonsoir Delphin et rebonsoir nos téléspectateurs. Et donc, Julio Tometti va nous rejoindre sur ce plateau. Et le tout premier sujet dont nous parlons aujourd'hui, il s'agit d'un stagiaire du Trésor public qui a été condamné ce lundi par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette à une peine de 15 ans de prison. Il est poursuivi dans un dossier de détournement de pension des retraités. L'accusé a détourné une somme de 40 millions de francs CFA. Selon les faits, son chef service lui aurait confié les codes de virement des pensions des retraités. Contrairement aux instructions de son supérieur hiérarchique, il ouvrit 3 comptes parallèles, un compte au nom de sa mère, un autre compte au nom de son ami et un autre compte en son nom. C'est sur ces 3 comptes qu'il vire les pensions des retraités. Reconnu coupable de détournement, il a été condamné par la justice spéciale à une peine de 15 ans de prison. L'ami en cause dans l'affaire a, quant à lui, est coupé d'une peine de 7 ans de prison. Delphin, un abus de confiance de la part de ce stagiaire. Oh, oui, Eric, un abus de confiance. Ouais. Mais plus que ça pose un problème d'éducation, ça pose un problème de conscience, ça pose un problème c'est pas, d'intégrité, ça pose un problème de morale, ça pose beaucoup de problèmes parce que, d'abord, ce qui prouve que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas conscience de ce que l'avenir lui réserve. Ouais. C'est-à-dire de l'insouciance, de l'inconscience, de manque d'honnêteté. Et quand je parle d'éducation, l'éducation, ce n'est pas seulement familiale, parce qu'il y a l'éducation familiale, il y a l'éducation scolaire, il y a l'éducation sociale, il y a l'éducation même religieuse, Ouais. et plein d'autres éducations. Mais un enfant qui a bien été éduqué, je pense qu'il ne devrait pas se comporter ainsi. Et l'autre chose, c'est que ça pose le problème de suivi des tâches confiées. J'ai du mal à vraiment élaborer sur ce sujet, simplement parce qu'il y a certains aspects que je n'ai pas et qui me mettent un tout petit peu en difficulté parce que les faits remontent à quand les parents qui sont impliqués ou la maman pour laquelle on a ouvert un compte, est-ce que cette maman a été informée de l'ouverture d'un compte pareil? Est-ce que la maman bénéficie de l'argent de ce compte? Si la maman bénéficie de l'argent de ce compte, qu'est-ce qu'on a fait de la maman? Qu'est-ce qu'on a fait du supérieur hiérarchique qui a laissé vraiment sa confiance à un stagiaire pour faire une telle opération et que le stagiaire lui a fait si tant de bébés dans le dos? Est-ce que, et non seulement ça, c'est que ça a duré combien de temps? Et comment se fait-il que ça se passe et que personne, est-ce que ce stagiaire, c'est quoi la latitude ou la liberté que l'on a donnée à ce stagiaire d'exécuter du début jusqu'à la fin et pendant combien de temps pour qu'on en arrive à ce niveau? C'est pour ça que je dis, ça remonte à quand? Parce que si on remonte à quand ça remonte, on pourra vraiment élaborer sur le sujet, parce que sinon on va peut-être dire, bon, est-ce que c'est la largesse des autorités actuelles? Parce que malgré tout ce qu'il y a comme système de contrôle actuel, est-ce que c'est par rapport à ça ou c'est avant? Du coup, j'ai du mal à... Je n'ai pas cette situation, donc je ne pourrais pas m'épiloguer sur le côté de la responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques ou bien de l'administration. Mais c'est d'abord nous-mêmes, parce que toi, un stagiaire à qui on a confié une tâche et que tu es allé jusqu'à ce niveau, et dès qu'on va te recruter totalement, qu'est-ce que ça va donner? Et puis l'autre chose, je ne sais pas, il est vrai qu'on ne peut pas lire à travers le comportement de nos enfants tout, mais si l'enfant est arrivé à emmagasiner un tel montant, est-ce que ça peut déjà faire une soupçon? Peut-être non, peut-être oui, parce qu'on va se dire oui, il a déjà commencé par travailler quelque part, donc du coup, s'il s'achète une voiture, s'il s'achète certaines choses, on peut peut-être penser que c'est toujours les bénéfices du service et autres. Donc du coup, ça peut ne pas créer quelque chose chez les parents. Mais ce qui m'importe, moi, me préoccupe, c'est
ça remonte à quand? Est-ce que la maman a été informée de l'ouverture d'un tel compte? Est-ce que la maman a bénéficié de l'argent de ce compte? Si la maman aussi a participé à ça, ça veut dire que l'éducation, il faut encore remonter vraiment l'on pour aller chercher d'où c'est parti. C'est. Non, ben, je pense que ça pose beaucoup de problèmes. Le problème en termes de gestion des stagiaires dans nos entreprises, que ce soit au niveau du privé ou que ce soit au niveau du public. Et quel est le degré de confiance qu'il faut accorder à un stagiaire dans l'apprentissage, parce qu'on vient en stage pour apprendre, pour acquérir des notions, pour acquérir de la compétence. Quel est le degré qu'il faut? C'est ce que le problème pour que cela se pose aujourd'hui. Parce que entre le patron et lui, à quel niveau de degré de confiance sont-ils allés? Combien d'années de stage il a dû faire pour que le patron s'autorise à lui laisser les codes pour faire ces opérations. Et pendant combien de temps ces opérations ont duré pour qu'il puisse avoir cette latitude d'opérer et d'avoir engrangé autant de ressources pour les pauvres retraités qui, après avoir travaillé 30 ans, devraient bénéficier de leur pension. Aujourd'hui, on dilapide encore là-dedans. Je pense que c'est un peu triste d'assister à ces choses-là. Dans d'autres structures où cela donne raison à d'autres structures qui gèrent les stagiaires en leur confiant que des tâches élémentaires. On ne leur donne pas accès à tout. On les laisse justement au niveau de la périphérie du système et après ils s'en vont. Parce que c'est clair qu'une fois qu'ils ne seront pas titularisés, une fois qu'ils ne sont pas intégrés, on se doute et puis on ne leur donne pas la possibilité d'accéder au cœur du système de fonctionnement de l'entreprise. Et je pense que ceux-là, aujourd'hui, dans ces cas, ils ont raison. Mais est-ce que cela faisant, le stagiaire qui demain est appelé à travailler, est-ce qu'il aura forcément accès à tous les rouages de fonctionnement du poste auquel il a fait ce stage? C'est aussi là la question qu'on se pose. Donc, il est important aujourd'hui de voir à quel niveau de responsabilité ou à quel niveau de confiance impliquer les stagiaires une fois qu'on les reçoit en entreprise. Parce que s'il n'avait pas eu ce code, le problème ne se poserait pas. Et c'est là justement que se trouvent toutes les interrogations. Et donc, Julio, que pensez-vous du comportement de ce jeune-là? Oh non, d'abord, il faut déjà, clarifier pour dire, relativement à ce que disait M. Gangana tout à l'heure, il n'y a pas abus de confiance. L'abus de confiance, c'est une infraction qui naît sur la base d'un contrat. Donc, entre le supérieur et le stagiaire, il n'y a pas, un contrat direct. Comme il n'y a pas un lien contractuel, on pourra parler d'abus de confiance. Comme l'infraction a été qualifiée, c'est un détournement de deniers publics. Et heureusement que l'attelage aujourd'hui est mis en œuvre aussi bien dans la détection, dans la détection de ce type d'infraction, dans la poursuite et dans la répression. Et vous avez pu constater 15 ans, c'est quand même assez beaucoup. C'est une manière de dire non, il faut véritablement décourager ça. Et donc, c'est à saluer. Et quand on observe ça, on se dit, de ces gens dates-là, combien on n'a pas pu peut-être voir. Et là, je m'inquiète même quand je repars un peu dans le passé pour me demander, par le passé, comment ça se faisait. Ça veut dire que stagiaire le faisait, titulaire le faisait, responsable hiérarchique le faisait, et donc nous sommes en fait dans un engrenage où véritablement les caisses de l'État saignent suffisamment. C'est regrettable, mais il faut saluer que en fait ça a été détecté. Et maintenant, les questions de complicité, il faut voir par rapport à son supérieur, je pense que nous n'avons pas tous les éléments d'information, mais le supérieur doit avoir une responsabilité administrative dans ce qui s'est passé. Parce que je n'ai pas dû croire que de sa position en fait, de stagiaire, on puisse confier des responsabilités qui vont jusqu'à des codes qui permettent de placer des fonds pour un stagiaire. Je trouve a priori que c'est très poussé. Le supérieur a dû faire trop confiance au-delà de ce qu'il ne fallait et donc il doit forcément avoir sanction administrative
au niveau du supérieur. Je me dis, c'est peut-être ça qu'on a détecté et c'est en remontant le fil qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas le supérieur même, mais c'est son stagiaire et qu'il n'y a pas un lien de complicité. Aussi, par rapport à, les comptes ont été ouverts au nom de sa maman et au nom d'un ami. On a appris que l'ami aussi a écopé d'une condamnation de 7 ans. Oui. On n'a pas parlé de la maman. La plupart du temps, ça se passe un peu dans nos environnements. Il y a des gens qui prennent peut-être les actes d'un membre de famille, même créent des sociétés en leur nom, sans que ces derniers ne soient informés. Je ne pense pas que la maman ait été d'une manière ou d'une autre dans le coup. On a juste utilisé son nom, on a juste utilisé ses actes pour créer un compte, histoire de pouvoir faciliter quelque peu l'opération. C'est pourquoi, en fait, dans les informations qui ne sont pas venues, on n'a pas vu trace, en fait, de la maman en termes aussi bien de poursuite que de condamnation. Elle aurait pu servir de témoin dans le cadre, des enquêtes préliminaires. Et donc, véritablement, comme je le disais, il faut saluer ça et dire qu'en termes d'éducation physique, on se demande quelle sera la génération d'après, parce qu'aujourd'hui, on se plaît, nous jeunes, de cette manière, on se plaît à trouver que ce sont les vieux qui sont tous les maux en fait, du monde ou bien tous les maux du pays. Et nous sommes presque pressés de les renverser, de les remplacer. Nous sommes prêts à renverser la table s'il le faut. Et voilà un peu les actes auxquels nous donnons. C'est quelque peu regrettable parce que en fait, il y a un adage fond qui dit, bon, lorsque vous faites un mal, ce n'est pas en fait le mal que vous faites qui est le problème, mais les milliers de personnes auxquelles votre mal, à cause de votre mal, on a pu bloquer le chemin à bien d'autres. En fait, ce supérieur qui a fait trop confiance, cette administration qui n'était pas rigoureuse sur un certain nombre de règles, le deviendra davantage. Et l'accès aujourd'hui au niveau d'un certain nombre de services publics sera très limité en termes de stagiaires et encore bienvenue d'autres formes de dégâts. Et ceci, est-ce que ce stagiaire-là qui est venu pour pratiquer et approfondir ses connaissances, est-ce une faute au supérieur de vouloir quand même lui donner la main? Non, je pense qu'il y a une question de responsabilité. Quand bien même on doit pouvoir l'amener à faire ces opérations, je pense que le supérieur aurait dû faire une preuve de réserve. Peut-être il ouvre la base de données, lui montre ce qu'il faut sans pour autant lui donner les codes. Par exemple, ça, c'est aussi une façon d'être responsable vis-à-vis d'un système qu'on vous a confié en tant qu'autorité. Et lorsque vous recevez un stagiaire, c'est pas évident, a priori, de lui confier tout dans une certaine largesse donnée. Donc, il doit faire preuve de retenue pour montrer que le code auquel lui il a accès, c'est parce que lui, il est un agent assermenté. C'est parce qu'il a prêté serment et on lui a confié ces éléments-là. Maintenant, est-ce que le stagiaire a prêté le même serment que lui? C'est aussi ça. Et donc, du coup, il devrait justement faire preuve de retenue à ce niveau-là et essayer de voir les voies et moyens pour ne pas lui confier directement ses codes. C'est ça, justement, ça relève de sa responsabilité. Cela n'empêche pas qu'on puisse faire accéder aux stagiaires un certain nombre de connaissances dont il a besoin pour renforcer ses compétences. Mais il faut toujours avoir une certaine réserve, une certaine limite pour ne pas donner accès à tout et à tout moment. Delphin? Oui, la préservation de la vie privée a fait qu'on ne connaît ni le stagiaire, ni sa maman, ni quoi que ce soit. Donc, du coup, il y a je ne vais pas dire un flou, mais en tout cas, on connaît rien de tout ça. Donc, du coup, quand je lui reste vous cherchez, vous allez dans les... J'ai fouillé, mais je n'ai pas vu. Non, vous ne trouvez pas sur le net. Non. Voilà. Non, c'est ce que je dis, mais non, mais les autres procès, on trouve ça sur le net. Mais bon, pour cette fois-ci, on n'a pas trouvé de qui il s'agit. Donc, du coup, quand je lui reste tellement trop en disant que oui, la maman n'est pas impliquée, c'est que ça, mais bon, qui sait? C'est dans le conditionnel. Il faut avoir l'information pointue que c'est ça ou pas. Maintenant, c'est que vous allez voir, vous constatez qu'autour du plateau, aucun de nous n'est arrivé à savoir à quand remontent les faits. Quelle est la durée d'opération? On ne le sait pas. Mais ce qu'il faut noter, il faut dire est que
ça pose un gros problème, et Julio l'a abordé tout à l'heure, parce que si un stagiaire est arrivé à faire ça, qu'est-ce que les autres faisaient, et depuis quand ça avait commencé, et ça va finir quand. L'autre chose est que dans une administration, il y a une procédure administrative, financière et comptable. Il y a une procédure où ça a des limites, où telle personne doit exécuter telle tâche jusqu'à un niveau donné pour que quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Donc du coup, dans une telle chaîne, je ne pense pas que cela soit un seul individu qui conduit la chaîne du début jusqu'à la fin. Donc comment ça s'est fait pour qu'un stagiaire ait pu faire d'abord de la création de comptes et de l'insertion, puisque les dossiers, il faut déposer quelque part pour que les comptes soient créés, parce que ce n'est pas celui qui fait le virement qui crée encore les comptes. Donc ça a été créé quand même quelque part, ça a eu des validations jusqu'à ce qu'on exécute le truc, le virement. Donc du coup, mais avant que le virement ne parte, il faut que quelqu'un, même si on donne un code de virement, ce n'est pas que c'est lui qui a la main sur toute la ligne. Un seul individu ne peut pas avoir la main sur toute la ligne. Donc, du coup, je dis, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut creuser, histoire d'apprécier réellement de quoi il s'agit. Donc, c'est pour ça. On va juste conjecturer un tout petit peu sur ça et puis laisser. Mais la seule chose, c'est qu'il faut appeler nos enfants, nos frères, à un peu de retenue sur certaines choses. Parce que ce jeune qui l'a fait, peut-être qu'il avait un bel avenir devant lui, mais il s'est mis automatiquement en difficulté. Et l'autre pauvre qui a voulu aussi l'accompagner a écopé de 7 ans. Donc du coup, le casier judiciaire peut-être salé ou peut-être pas salé, mais c'est déjà quand même un étiquetage que c'est. Donc du coup, il faut que la société, il est vrai que les enfants naissent sains, mais la société les corrompt, mais donc il faut quand même que la corruption de cette société soit vraiment diluée, histoire de pouvoir avoir, un peu comme on est en train de dire, on veut avoir des nouveaux hommes, il faut vraiment qu'on ait des nouveaux hommes capables de pouvoir, même pas si on ne peut pas être totalement intègre, mais qu'on soit au moins à 80% intègre. Parce que moi je dis, c'est entendu un stagiaire qui est arrivé à faire ça. Il n'a pas encore commencé son boulot, mais quand il va entrer, il va faire pratiquement 30 ans de service, mais qui est déjà animé d'une telle ingéniosité et puis de surveillabilité, je ne sais quoi d'autre, mais qui est arrivé à faire une telle opération. C'est peut-être qu'il a vu faire, ou peut-être je dis, les complicités, si Criette a fini son travail, ce n'est pas à nous de chercher à vouloir remonter les complicités, mais ça ne devrait pas simplement s'arrêter juste à son patron qui lui a fait confiance et laissé un code. Parce que je dis, ici, vous êtes sur le plateau, mais il y a un technicien quelque part, il y a des cadreurs. Donc ce n'est pas un seul individu qui suit une opération du début jusqu'à la fin. Mais l'affaire est déjà finie à la justice, donc ce n'est pas à nous de remonter outre mesure, mais il faut déplorer, il faut dénoncer et demander à ce que les choses se fassent un peu plus que ça, que la digitalisation ou le vent je sais pas, qui souffre actuellement amène les gens à corser un peu plus les choses pour ne plus laisser si tant de facilité à un seul individu à pouvoir opérer et à opérer sur une telle chaîne. Donc, je pense que c'est sûr, ça se faisait déjà, mais ça va encore se faire un peu plus, parce que plus les voleurs trouvent des antivols, les autres aussi cherchent la sécurité, histoire de pouvoir... De contourner. Voilà. Et Julio, est-ce que vous ne pensez pas que la politique de promotion de la jeunesse dans les entreprises pourrait être mise à mal par ce fait? Non, c'est pas une question de jeunesse. Encore qu'on a dit stagiaire ne veut pas dire forcément jeune. Hein. il faut peut-être nuancer. C'est pas une question de jeunesse. L'essentiel, c'est, en fait, ces éléments nous permettent de nous rendre compte encore à nouveau de la fragilité de tout le mécanisme de détection qu'on a mis en œuvre. C'est pourquoi moi je suis souvent heureux, joyeux chaque fois que j'entends de ces choses. Donc je me suis dit, il y a forcément un système d'information qui fonctionne si on arrive à détecter. Donc on travaille davantage à tout détecter s'il le faut. Parce que moi je ne fais pas confiance aux hommes, je fais plus confiance aux mécanismes que l'on met en place pour contenir chacun en fait dans ses limites pour éviter les velléités. C'est plus cela que de vouloir compter sur la bonne foi des uns et des autres.
Pourquoi moi, mon premier, je m'étais étonné, dit, mais avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on entend, la politique répressive en place par rapport à ce type d'infraction, donc il y a des gens qui sont encore suffisamment courageux pour s'aventurer sur ces chemins. C'est carrément, excusez-moi, c'est carrément comme du suicide, hein, d'une certaine façon, s'aventurer. Parce que, en fait, que vous le veuillez ou non, quelle que soit votre habilité, ça peut ne pas être aussitôt, mais ça finira par vous rattraper. Et donc, il y a à souhaiter que les mécanismes d'audit, de contrôle et tout soient davantage renforcés pour contrer en fait ce genre de velléité. Donc, ce n'est pas une question forcément de jeunesse, mais c'est une question d'homme. Une question d'homme, ceci. Oui, c'est une question d'homme, une question de responsabilité. À partir de ce moment-là, ce n'est pas évident que ces notions-là ou ces valeurs-là soient partagées par tous. Il y a toujours des déficits d'appropriation de ces valeurs par les humains que nous sommes. Et donc, il faut forcément que des mesures de coercition, il faut forcément la peur du gendarme, parce que, comme on le dit, ce n'est que par la peur du gendarme que naît la sagesse. Donc, c'est le début de la sagesse à ce moment-là. Donc, des systèmes de contrôle, comme l'a dit Julio, il faut que ces systèmes de contrôle soient fréquents pour que tout agent assermenté qui manipule des données sensibles dont on déplore, que tout cela puisse savoir que j'ai le système de contrôle derrière, si je fais mal, je serai sanctionné. Cela nous éviterait beaucoup de choses. Et aussi, parce qu'il y a aussi contrôle dans contrôle, il ne faut pas que ces corps de contrôle-là aussi soient des corps de contrôle gangrénés. Il faut que ce soit vraiment des corps de contrôle intègres. Donc, que chacun, à son niveau de travail, puisse faire preuve d'intégrité, puisse faire preuve de responsabilité, afin que, là, c'est des pauvres fonctionnaires qui ont travaillé pendant 30 ans, et qui vont jouir de leur pension de retraite. C'est eux là qu'on vient encore gruger à ce niveau. Vous voyez que c'est quand même c'est pervers. Et donc il va falloir que le mal soit conjuré afin que l'ordre soit rétabli pour que ces paisibles-là ne puissent pas souffrir de leur retraite, parce qu'après avoir quand même fourni des services loyaux à la nation, que pas qu'à la retraite ils puissent justement perdre et sombrer, vu déjà qu'avec cet âge avancé, ils sont déjà à la proie à plusieurs maladies. Il ne faudrait pas que le manque d'argent soit encore un souci complémentaire. Donc, que chacun fasse preuve de compétence pour que nous évitions ce genre de dérives. Julien a quelque chose à... Oui, je pense qu'en fait, on a volé, bon, je le dis comme ça, on a volé ou détourné l'argent des retraités, mais on n'a pas volé les retraités. On a volé les fonds des retraités. Ce ne sont pas les retraités. Quoi que l'on fasse, les retraités vont rentrer en possession, mais c'est une cagnotte pour les retraités. Ça veut dire que si ça ne suffisait pas, il y aura forcément d'autres sources de renflouement. Donc, on a volé l'argent des retraités, mais on n'a pas volé les retraités. Oui, Delphin voulait... C'est capital ce qu'il dit, et ça pose encore un problème. Parce qu'on connaît le nombre de retraités à payer en un mois. Et il y a une cagnotte qui est prévue pour payer ces retraités. Mais dans quelle cagnotte, lui, il arrive à virer sa partie, et puis ça n'agit pas sur la programmation. Comme les gens créaient en fait des fonctionnaires fictifs, d'accord, des fonctionnaires qui sont décédés, mais qui continuent d'être en service, c'est de la même manière créer des retraités, des retraités fictifs. Donc, on va retomber sur la même question. Ça remonte à quand et comment ça a été fait. Donc, du coup, la justice a fait son travail, donc puis ça poursuit. Et donc, on passe au deuxième sujet de la soirée. Dans le cadre du classement et de la sélection des admis au baccalauréat 2022, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise depuis hier mardi une campagne d'orientation à l'endroit des nouveaux bacheliers, et ceci sur les campus des universités publiques du Bénin. C'est Sitonoukou un bon choix de filière. Cette initiative est à encourager. Oui, je pense que le gouvernement a resté dans cette logique. Chaque année après le bac,
il y a toujours une mission d'orientation qui circule dans le pays et qui apporte les informations aux nouveaux étudiants, parce que c'est de ça qu'il s'agit, afin qu'ils puissent savoir quelles sont les filières à choisir pour pouvoir entreprendre une carrière, des études devant déboucher sur des carrières prometteuses pour eux. Parce que si le début est faussé, c'est clair que les études n'aboutiront pas et donc on ne pourra pas accéder à un métier pour pouvoir parler de carrière. Donc, la mission d'orientation a commencé ses activités depuis hier, je pense, et donc ça va faire le tour de tout le pays pour apporter justement les offres de formation qui existent au niveau de nos différentes universités et quitte à chaque étudiant ou chaque futur étudiant de faire ses choix à partir de ses de ses aspirations et aussi de ses atouts d'aujourd'hui, et aussi aux parents de les aider pour que ces choix puissent être vraiment des choix judicieux. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, la digitalisation de ce système d'orientation permet de bien centrer et de bien permettre aux futurs étudiants de faire des options pour que cela soit bien suivi, parce que ces options dépendent également des atouts développés par l'élève qu'ils étaient, les matières dans lesquelles ils évoluent, pour que l'orientation soit également en concordance avec ces potentialités des futurs étudiants. Donc, c'est à saluer cette digitalisation et qui permet une centralisation de tous ces flux-là, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc, il revient à chacun de trouver ce qu'il lui faut pour choisir la filière adéquate afin que demain, ils puissent constituer justement un vivier pour apporter leur contribution au développement de notre nation. Pour un bon choix de filière, Julio? D'abord, pour un bon choix de filière, pour moi, il y a deux éléments en fait. Il y a les atouts et les potentialités. Ce n'est pas une question de rêve. Je rêve de devenir tel, je rêve de devenir tel. Non. Parce que lorsque vous passez votre vie dans cette matière-là à rêver, vous serez surpris à votre réveil. Parce que le rêve suppose, je pense que le rêve dans son premier sens, suppose un sommeil qui n'est pas suffisamment éclairé. Parce que comme le diraient certains, en fait, l'orientation, c'est la lumière qui éclaire le chemin de la vie. Et une fois que ce chemin est éclairé devant soi, vous vous rendez vite compte s'il faut arpenter ce chemin, soit à la marche, soit à la nage, soit s'il faut voler ou bien s'il faut sauter, en tenant compte de votre habileté physique, de vos capacités. Et donc, ça doit être une question de capacité et non une question de rêve. Et donc, c'est pourquoi, en fait, l'orientation, ça montre, en fait, à nos jeunes futurs étudiants toutes les potentialités, donc non, toutes les ouvertures présentes et à venir. Et nous parlons aujourd'hui des métiers d'avenir. C'est le moment en fait de faire encore suffisamment de lumière sur ces métiers-là et notamment les métiers, les formations qui débouchent sur des métiers porteurs d'une certaine façon. Il ne sert plus à rien aujourd'hui de faire certaines filières et à la fin, après 3 ans ou 4 ans d'études, on ne soit capable de faire quoi que ce soit. Donc, il y a lieu au niveau de ce que fait l'État, les parents doivent aussi accompagner. Parce que généralement, lorsqu'on a le bac, cette euphorie-là, déjà, pour les plus habiles, ou bien ceux qui en avaient été encadrés un peu, ils ont déjà leur ligne. Et ces lignes-là permettent même, d'accord, leur orientation depuis la classe de première ou bien de terminale par rapport à leur discipline de prédilection. Et ça motive même certaines personnes à se donner davantage parce qu'on dit, pour aller dans telle filière, il faut renforcement dans telle. L'autre chose en termes d'orientation que cela, je l'ai observé l'année dernière, il faut bien renseigner en fait les futurs étudiants pour qu'ils choisissent bien leur filière. Parce que beaucoup, par exemple, ont choisi des filières qui n'étaient pas en adéquation avec les performances exprimées au baccalauréat. Parce que dans chaque filière,
je prends le cas d'un certain nombre d'écoles, on dit il y a tel nombre de places disponibles. Il y a 20 places disponibles, il y a 40 places disponibles. Il y a telle matière qui sont des disciplines de prédilection pour aller dans telle ou telle filière. Tu as peut-être des prédispositions dans d'autres filières, mais tes rêves, c'est dans cette filière-là, qui n'est pas en accord, en adéquation avec les performances que tu as exprimées au baccalauréat. Tu vas là faire ton choix là. Malheureusement, lorsque en fait le tri, parce que même c'est un tri informatique qui se fait même automatiquement, tu te retrouves peut-être sans rien, étant donc en difficulté. On va commencer par l'année, les allées des facultés, ou bien, excusez-moi, les facultés, les universités de rue ou de fond, qui ne proposent rien de nouveau que les formations classiques que nous avons l'habitude de voir. Mais dans l'autre chose, les plus méritants, l'État doit travailler à leur orientation par rapport à ce que j'appelais tout à l'heure les filières ou les métiers d'avenir. On a demandé la dernière fois à quelqu'un, c'était le premier au bac, il a dit qu'il voulait devenir médecin. Quelqu'un disait, oui, bon, c'est naturellement ce dont on entend parler sous nos yeux, parce qu'en fait, il n'a pas encore véritablement, on ne lui a pas encore donné l'ouverture de tout, en fait, ce qu'il y a comme possibilité qu'il pourrait embrasser. Donc, c'est la forme classique. Et médecine, aller à l'extérieur, c'est un rêve d'enfant. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'on doit dépasser ça, se mettre véritablement dans la réalité pour que dans 5 ans, dans 10 ans, nos jeunes puissent être véritablement compétitifs sur le marché du travail en adéquation avec les nouvelles donnes du marché de l'emploi. D'accord. Oui, qui ne rêve pas ne vit pas. Donc il faut rêver, mais quand vous finissez de rêver, vous ramenez votre rêve à la réalité pour voir est-ce que vous avez les moyens ou les atouts nécessaires de pouvoir exécuter votre rêve. Vous savez, l'orientation est plus que capitale. C'est vrai que les anciens ont souffert de ça parce que vous avez votre bac. Vous venez juste sur le campus, vous vous inscrivez juste dans une faculté parce que vous avez vu telle personne a fait la faculté, ou peut-être qu'on a pris juste votre bulletin ou voix d'enquête, et puis on vous oriente, vous sortez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de géographes, il y a plus de sociologues, il y a plus de. Mais est-ce que nous avons besoin de ça? Mais ceux qui avaient fait la géographie, est-ce qu'en son temps, si quelqu'un les avait orientés pour dire, vous pouvez faire telle et telle chose? Les changements climatiques sont là. Mais tout le monde ne s'occupera pas de ça. C'est l'effectif qui fait tout le monde ne s'occupera pas de ça. Donc ça veut dire qu'il y a plus de géographes que le nom qu'on en veut. Donc du coup, ça ne sert à rien. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Donc si c'était que quelqu'un les avait orientés pour dire, vous pouvez faire telle et telle chose et telle chose, peut-être qu'ils seront utiles autrement. Mais donc du coup, l'orientation, parce que si vous quittez Porte-Nouveau, vous venez à Cotonou pour venir à ETL, si vous n'avez pas MAP qui va vous orienter aujourd'hui facilement, donc c'est ce que quelqu'un va vous dire, il faut descendre à tel endroit, faire ci, faire ça. Si on ne vous le dit pas, l'endroit que vous cherchez serait juste à côté de vous, mais vous serez en train de faire le tour. Donc l'orientation est plus que capitale, et ça a commencé depuis un bon moment, et ça s'améliore de jour en jour, parce que vous allez voir l'année dernière, le document qui a servi à ça, c'est 65 pages, mais cette année, c'est près de 90 pages ou bien quelque chose. Donc ça fait un volume. Ah, mais oui, parce que plus de métiers, plus de formations, de nouvelles formations se créent. Donc, sinon, avant, aujourd'hui, on fait G1, G2, mais tout au début, ce n'était pas aussi beaucoup que ça. Aujourd'hui, on fait les trucs techniques, ce n'était pas aussi beaucoup que ça. On est en train de créer bon, en tout cas, ça, il y en avait, mais on est en train de vouloir encore agrandir les lycées professionnels. Donc ça veut dire que quoi? Que d'ici à là, il y aura encore plus. Il y a des instituts, il y a des écoles sur le campus que, par exemple, moi j'ai fait peut-être un peu le campus, mais que je ne savais pas, et que c'est peut-être maintenant que j'apprends qu'il y a tel institut sur le campus, qu'il y a tel. Donc, mais c'est après votre départ. Peut-être que c'est après mon départ que c'est venu. Donc, du coup, si on ne le dit pas maintenant, et si je veux orienter mon enfant, je vais l'orienter comment? Donc, du coup, il faut qu'il y ait des professionnels, il faut qu'il y ait un organisme en tout cas réel pour pouvoir accompagner les enfants tel que ça se fait actuellement, parce que aujourd'hui ce n'est plus seulement les parents, ce n'est plus seulement les anciens étudiants qui orientent, même le gouvernement a pris ça à bras le corps, où il y a même une organisation où ça se fait par commune, histoire de permettre aux enfants, et non seulement ça,
c'est en ça qu'il faut dire, les réseaux sociaux ont leur côté néfaste, mais aussi ont leur côté bénéfique. Parce qu'aujourd'hui, même si l'enfant n'a pas eu le temps d'aller assister à ces séances d'explication, mais tout au moins déjà avec le document, on peut déjà regarder certaines choses et avec l'aide des parents ou d'autres personnes, on peut, parce qu'aujourd'hui, l'information existe. Même si nous n'avons pas tous les habiletés, nous n'avons pas tous la capacité de pouvoir l'utiliser à bon escient, mais tout au moins ça existe. Donc du coup, ce serait plus que « Oh non, je ne savais pas, je n'ai jamais été informé, ce n'est plus ça ». Donc du coup, il faut associer le rêve, il faut associer le souhait des parents et le souhait de l'enfant, mais c'est beaucoup plus ce qu'il y a comme débouché, les atouts. Quand vous faites ci, vous allez servir à quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des métiers porteurs, il y a des métiers nouveaux, il y a des choses qu'on ne savait pas. Parce que si on est en train de construire Glodibé, on a besoin de la compétence. Et ce qui se passe au niveau de Maria Gleta, comment on appelle ça, centrale de Maria Gleta, on est allé chercher des gens qui étaient venus travailler, peut-être vont partir, mais vont laisser d'autres personnes. Mais il faut quand même qu'il y ait de la pièce de rechange. Quand je dis pièce de rechange, il faut qu'il y ait quand même de nouvelles compétences, histoire de pouvoir, et non seulement ça, les choses évoluent, parce que le monde n'est pas statique, je le dis toujours, les choses évoluent. Donc il faut s'adapter à l'évolution, mais pour s'adapter à l'évolution, ça veut dire qu'il faut avoir de nouvelles formations. Et ces nouvelles formations, il faut que cela soit connu des jeunes, des enfants, histoire de pouvoir dire, non, ce n'est pas que je veux seulement être douanier. Avant, c'était que je veux être enseignant, c'est ce que les anciens disaient. Après, c'est passé, je veux être douanier. D'autres, je veux être politicien. Mais il faut commencer par se dire, mais il y a encore d'autres possibilités qui existent aux enfants. Donc, l'orientation, c'est plus que capital. C'est hyper cool. Et je pense qu'il faut encore même le faire beaucoup plus. Et déjà, au cours de la formation de l'enfant, il faut déjà voir dans quel domaine il peut peut-être déjà commencer par l'orienter, l'habituer ou tracer le chemin, histoire de pouvoir dire, ok, à la fin lui-même, il sait déjà, oui, je suis capable de faire telle chose. Donc, parce que si l'enfant décide et a la volonté, et on l'oriente dans un domaine qui est vraiment son domaine approprié, il n'a rien à faire, il va essayer. C'est si un ouf de soulagement donc pour ses parents. Oui, le ouf de soulagement est là, mais ce n'est pas encore total, parce que une chose est de choisir, une chose est d'attendre également le tri pour que les orientations nécessaires soient faites. Donc du coup, il faut que le parent, le futur étudiant prenne suffisamment le temps d'éclairer leur lanterne pour savoir les offres qui existent, les débouchés possibles, et maintenant l'étudiant lui-même par rapport à sa performance en tant qu'élève et ses aspirations et les besoins du marché. Donc tous ces éléments doivent être mis en corrélation pour que le choix soit un choix judicieux de deux filières qui permettra justement au tri final de permettre à l'enfant d'avoir, l'étudiant, au futur étudiant, d'avoir vraiment une filière qui soit classée dans sa filière et vraiment poursuivre les études et finir convenablement ce qu'il a choisi et de pouvoir exercer sur le marché. Parce qu'il ne faut pas faire une formation, ne pas déboucher directement sur l'emploi pour ne pas être employé et attendre encore à faire d'autres formations supplémentaires. Non, je pense que aujourd'hui, il faut orienter les enfants sur des formations de courte durée qui débouchent sur l'employabilité, quitte à eux maintenant de faire un renforcement de capacité graduellement par rapport à leur évolution et leur permettre de gravir les échelons, comme on le dit. Mais non, finir une formation de 7 ans, par exemple, et finir à revenir encore à la maison sous le poids des parents et chercher encore à dire ce qu'il faut faire, une réorientation. Non, je pense qu'il faut quitter ces sentiers battus et aller dans le sens de l'innovation. Suivre aujourd'hui l'évolution du monde technologique que nous avons et orienter les enfants dans ce sillage-là pour qu'une fois la formation terminée, le besoin existant, ils puissent justement venir combler le besoin en termes de performance et de compétences qu'ils ont eu à acquérir pendant ces formations-là. Julio, cette innovation pourrait permettre aux parents d'éviter les doubles dépenses pour la réorientation des enfants qui reviennent après des années de formation. Ce que ceci dit, c'est beau, mais il y a un élément sur lequel on ne met pas souvent l'accent. En fait, on dit telle formation, voilà tel débouché.
mais les besoins ne sont pas généralement quantifiés. Vous savez, il y a des filières, je prends un par exemple à l'université, diplomatie et relations internationales. Tout le monde sait depuis plus de 10 ans ce que c'est devenu. Les gens sont obligés d'aller faire autre chose, mais chaque année, il y a toujours un pléthore comment dire, d'effectifs. On ne dit pas suffisamment quels sont ce que l'on appelle le métier d'avenir et autres là, c'est-à-dire quelle est la demande du marché de l'emploi. On ne le dit pas, on dit simplement les débouchés, on s'en arrête là. Ce que vous dites est beau pour des gens qui sont dans les environnements comme les zones urbaines. Parce qu'il faut forcément quelqu'un, au-delà de tout ce qu'il fait, de tout ce qui se dit, il faut forcément quelqu'un à côté de soi qui se connaît, qui vous dise par rapport à si, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et là, quand je dis ça, je m'inquiète pour nos enfants des contrées reculées qui n'ont pas la chance de côtoyer en fait les zones urbaines ou un certain nombre de personnes qui pourront mieux leur faire voir les choses en tenant compte, bien sûr, comme nous l'avons dit tantôt, de leurs atouts et des potentialités. Donc, l'équilibre n'est souvent pas réalisé. Et donc, de sorte que quoi que l'on fasse, on retrouve toujours en fait des cas où les gens font une formation par défaut et ce n'est qu'après 3 ans, 4 ans qu'ils se réorientent d'une certaine façon. Moi, j'ai vu des gens, et bon, en fait, l'initiative était salutaire, qui ont fait des formations à l'université, beaucoup de formations même, et qui sont revenus vers les métiers comme pour devenir styliste, ainsi de suite. Alors, après avoir fait 5 années, par exemple, de droit, ils ne retrouvent pas leur chemin du tout, d'une certaine manière. Donc, ils reviennent à des métiers un peu plus, je peux dire, plus pragmatiques, d'une certaine manière. De sorte qu'en fait, il faut déconstruire, en fait, aussi, je ne dirais pas un mythe, en fait, cette conception générale de ce qu'il y a des sous-métiers. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est la valorisation, la valeur que les hommes ou bien les tenants du métier donnent au métier qui font leur valeur. Vous savez que de plus en plus, nous quittons, excusez-moi le thème, nous quittons, comment dire, cette tendance de taillerie a une tendance beaucoup plus de stylisme d'une certaine manière. Il y a une sorte de modernisation autour de tout. De sorte que vous voyez des gens même qui sont bien diplômés et qui reviennent en couture. Et ils ont même en même temps les habiletés, en fait, en termes de marketing relationnel, en termes, comment dire, de management pour mieux faire développer leurs activités. Donc, tout dépend en fait de comment vous exercez votre métier. Il n'y a pas de métier qui soit sous. Moi, j'ai connu en fait, permettez-moi de le dire comme ça, des gens qui ont été faits à l'essai des formations rien que pour la soudure. Ils ont venu s'installer de grands ateliers et qui gagnent extrêmement leur vie. Donc en fait, il y a un mythe à déconstruire d'une certaine manière pour que chacun, en tenant compte des moyens, d'accord, voit quel est l'objectif à court terme. Si vos parents n'ont pas la capacité, d'accord, de subvenir après 3 ans à des formations complémentaires ou comment dire, aller à l'extérieur peut-être pour faire un renforcement ou bien découvrir d'autres horizons de votre métier, allez faire très rapidement ce qui peut, en 2 ans, 3 ans, vous permettre d'avoir de la compétence pour ne plus être dépendant forcément de quelqu'un. C'est à foison maintenant. Vous allez voir, les gens ils quittent l'université, surtout dans les facultés, et après, tout le monde, on se détourne carrément de ce que l'on a appris. On se demande, est-ce que c'était une perte? Mais ce n'est jamais une perte parce que les acquisitions, en fait, en termes théoriques, permettent de se renforcer, quel que soit, en fait, son bagage intellectuel, pas quel que soit le domaine que l'on aurait emprunté. Donc, faisons l'orientation, mais faisons-le en tenant compte des réalités que vivent chacun, d'une certaine façon. Quand je dis chacun, je ne dis pas chacun individuellement. En fait, en termes de cartographie, en termes de zone, en termes de conditions sociales, ainsi de suite, pour voir quel est le meilleur attelage entre besoin de marché de l'emploi et formation, pour que dans quelques années, la question de taux de chômage et de sous-emploi soit, nous puissions véritablement faire des chiffres, parce que c'est l'un en fait des objectifs encore majeurs sur un terrain que nous avons encore, quel que soit ce qui est fait depuis 6 ans, 7 ans, nous avons encore du mal à sortir de l'auberge. Delphin, quelque chose pour boucler ce sujet-là et passer au troisième. Oui, la disparité est naturelle. Hein. Il y a, nous sommes à Cotonou, mais il y a des gens qui sont sous-informés.
Il y a Cotonou, il y a des gens qui sont bien informés. Et dans une même maison, il y a des gens qui sont bien informés dans la maison, mais il y a d'autres qui ne sont pas bien informés. Ce qui fait que dans des contrées reculées, comme je le dis, il y a des contrées sérieusement reculées, mais il y a des gens qui sont suffisamment bien informés, plus que des gens qui sont à Cotonou. Donc c'est une question, et ça c'est naturel, la disparité, il y a ça un peu partout. Donc du coup, ouais, la seule chose à faire, c'est de faire de sorte à ce qu'il n'y ait pas que le champ soit réduit, pour que tout le monde soit au niveau de l'information. Et par rapport à ce que Julio disait, la modernisation des choses se trouve être aussi naturelle parce que quoi? La banque qui aujourd'hui se trouve être un truc officiel, au départ n'était pas officiel. Ça a été travaillé ainsi de suite jusqu'à trouver un système. Pareil maintenant, l'assurance, ce n'était pas un truc aussi organisé au départ. Ce sont des gens qui se sont juste organisés pour dire si vous traversez, si vous arrivez là-bas, s'il y a telle et telle chose. Donc, du coup, ce sont des gens qui sont partis quand même d'abord je dirais, de l'informel avant qu'on ne formalise. Aujourd'hui, dans le lycée, il y a même une filière modes et quelque chose un peu comme il dit. Donc, au fur et à mesure que nous évoluons, on essaye de moderniser les choses. Les choses qui étaient entre-temps dans l'informel, on essaye de les formaliser pour leur donner une visibilité. Donc, du coup, c'est sûr, c'est vrai que, par exemple, le travail de la conduite de moto qu'on appelle ZIM, c'est vrai qu'au départ, ce n'était pas comme ça, mais ça a commencé peut-être à changer. Et ça va changer encore plus parce qu'aujourd'hui, il y a les GoZIM qui sont autres que les anciens ZIM. Il y a les Go-Taxi qui sont autres que nos... De la pub, et puis vous allez passer voir le directeur commercial. Je n'ai pas appelé le nom de la société, mais j'ai juste... Ah, c'est le nom de la société. Comme ça. Ah non, je ne savais pas. Je pensais juste que c'est une appellation. Le produit, c'est d'accord, donc je retire ça. Donc effacer ça, je ne fais pas de la publicité. Donc vous voyez, c'est sûr que les choses évoluent, les choses vont changer. Mais ça, il faut qu'on explique aux gens parce qu'aujourd'hui, on l'a organisé même de sorte à ce que les diplômes que les anciens patrons donnaient, juste on va à l'arrondissement, on signe le diplôme que c'est fini, ce n'est plus ça. Et on fait même passer des examens aux enfants, CQP, certificat de qualification professionnelle, à ceux qui font la couture, la coiffure, métier de l'artisanat. Donc, vous finissez, mais vous passez un examen et vous avez un diplôme officiel, ce que l'État reconnaît que vous avez un diplôme. Ce n'est pas comme avant où que n'importe qui peut donner un diplôme. Donc, quand vous avez un diplôme, maintenant, c'est que vous pouvez, si l'État veut recruter, vous pouvez soumissionner pour dire j'ai vraiment un diplôme. Parce que ceux qui sont en train de se faire former actuellement au niveau de Glotic Bay, il y a des gens qui font la couture, il y a des gens qui font d'autres choses, mais ce sont des gens qui ont quand même prouvé qu'ils ont telle qualification. Mais avoir une qualification, c'est que c'est l'État qui reconnaît votre qualification, histoire de ne pas douter de votre diplôme, de votre diplôme. Donc je dis, oui, mais ça, il faut qu'on informe les enfants, il faut qu'on les oriente. C'est pour ça que je dis, par rapport... quand on avait fait une émission, je crois que c'était le lundi, où on parlait des 25 meilleurs au bac, et je disais, oui, il est vrai qu'on parle des 25 meilleurs au bac, mais il faut aussi déjà commencer par détecter au niveau de nos enfants leur habilité, leur capacité de pouvoir faire des choses. Tout le monde n'est pas appelé à parler ou à faire de la théorie, mais qu'est-ce que l'enfant est capable de faire? Si déjà on identifie ça au niveau de l'enfant, un peu comme l'Allemagne le fait, on identifie ça au niveau de l'enfant, on l'oriente, il étudie un peu comme on associe le sport et la formation. Vous faites le foot, mais vous faites la formation. Si vous êtes bon et on vous recrute, vous irez jouer, mais après, vous pouvez encore servir à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a des joueurs qui, après avoir fini le jeu, ils redeviennent soit coach. Il y en a d'autres qui sont présidents de fédération. Il y en a d'autres qui vont faire d'autres choses. Donc, du coup, mais si vous n'avez pas été à l'école, si vous n'êtes pas fait former, mais vous allez jouer, mais vous allez rester juste à la maison. Il y a des bosseurs qui vont finir, mais qui vont rester juste à la maison tout simplement parce qu'ils ne savent pas faire autre chose que ça. Ils n'ont pas appris à faire autre chose. Or, dans votre domaine, il y a beaucoup plus de débouchés, il y a beaucoup plus de possibilités, mais il faut que quelqu'un vous dise, en faisant telle chose, associer encore telle chose, histoire de pouvoir vous garantir un après, parce qu'il y a toujours un après de tout. Donc l'orientation, c'est vrai que c'est, pour le moment, on est en train de parler des étudiants, mais l'orientation, c'est dans tous les domaines, c'est un peu partout. Donc il faut que cela soit une quête quotidienne, un travail quotidien, pour qu'on dise,
Ah ouais, on le fait pour les étudiants, mais il faut aussi le faire pour les autres. D'autres personnes. Et en tant que nouveau bachelier, vous êtes donc invité à faire massivement le déplacement pour vous informer sur les filières de formation disponibles dans les universités, les débouchés, les conditions académiques d'admission, ainsi que celles liées à l'opération du choix de filière sur la plateforme https://après mon bac.bj dédié à cet effet. Le troisième sujet, 3 partis politiques, UPBR et FCBE, ont reçu des chèques d'un montant d'1,5 milliard de francs CFA de la Commission électorale autonome nationale Sénat le lundi pour le compte du premier semestre de l'année 2022 dans le cadre du financement de l'État. Ce financement est un concours aux partis politiques pour financer leurs activités et répond aux dispositions de l'article 5 nouveau de la Constitution et de l'article 39 de la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. Julio, qu'est-ce que nous pouvons en savoir? Non, c'est, comment dire, tout de la Constitution passant par l'achat des partis politiques et le code électoral, des dispositions entrant en ligne de compte pour le financement public des partis politiques vise notamment à éviter le financement occulte, d'accord, des partis politiques, qui permet en même temps de lutter contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux. L'autre chose, c'est une question de démocratisation. Ça garantit la démocratisation au sein des partis politiques. Vous savez, ce qui vient là, au sein des partis politiques, en fait, le fonctionnement avant, c'était qu'il y a un bailleur super puissant et c'est lui qui donne, d'accord, c'est lui qui donne les fonds et c'est lui qui sait où frapper pour trouver les fonds à donner. Et à partir de ce moment-là, c'est lui qui donne toutes les directives. Donc aujourd'hui, vous constatez un vent de démocratisation au sein des partis politiques parce que ça, c'est pour tout le monde, d'accord, c'est pour nous tous. Et donc, ça contribue, comme nous le disons, à l'efficacité aussi de l'action politique au sein des partis. L'autre question de financement, les différents tests l'ont clairement défini. Les partis politiques ont 3 types de financement. Il y a les financements publics, les financements privés, d'accord, qui empruntent la voie légale et les cotisations des membres, dont tous les partis politiques en font leur bréviaire aujourd'hui d'une certaine façon. Donc, cela amène un peu plus aussi de clarté dans la gestion financière au niveau des partis politiques parce que vous êtes ensemble, vous avez pris l'argent, les fonds publics, donc on ne peut pas en disposer comme on veut. Et en même temps, les citoyens aussi, même n'étant pas membres du parti politique, on regarde. C'est pourquoi, en fait, les mécanismes aussi bien au sein des partis que au niveau de la Cour des comptes sont mis en œuvre, aussi bien pour les interpellations régulières au sein des partis politiques, parce que les partis politiques doivent rendre compte à leurs militants, en fait, des ressources. Et aussi, en fait, rendre compte ou déposer un rapport périodique au niveau de la Cour des comptes autrement, ils se verront bloquer l'accès à ces fonds. Donc, ça amène en fait une certaine dynamique qui libère en fait les questions d'individualité et met tout le monde en fait dans l'action politique. C'est Citonou Point et donc ces financements-là pourront permettre aux partis politiques de couvrir les activités sur l'année. Oui, je pense que ça permettra à ces partis politiques d'être beaucoup plus structurés et de respecter beaucoup plus les procédures administratives face à l'État et aussi les modes de gestion en interne pour que ces gestions en interne soient vraiment des gestions de plus en plus démocratiques comme on ne l'a pas vu de par le passé. Aujourd'hui, le parti a des instances, le parti doit avoir une administration qui fonctionne et qui pouvoir diligenter les instructions du haut vers le bas, vers les cellules, vers les différents démembrements du parti. Et donc, du coup, cela appelle à une certaine lisibilité du plan stratégique d'action du parti qui doit inclure des activités à mener tout au long d'une année pour que les membres soient impactés par tout ce que cela nécessite comme système de fonctionnement de ce parti. Et donc,
l'argent public, le financement public vient pour justement apporter du bémol pour que les partis politiques puissent agir et mener à bien leurs activités, parce qu'un parti politique a pour mission d'éduquer ses mandants, de partager l'idéologie du parti pour que les adhérents puissent être informés et pouvoir épouser totalement ces idéologies et pouvoir agir en conséquence, parce qu'un parti politique est mu par une philosophie et également la conquête et l'exercice du pouvoir. Et donc, il faut que les membres soient également formés, suffisamment outillés à ce genre de choses-là pour avancer. Il faut également qu'au sein du parti, nous ayons également le volet marketing qui permet de donner de la visibilité à ce parti-là par rapport à ses idéaux et à sa philosophie de départ. Donc, du coup, une fois que ces partis ont ces financements, ils ont le devoir d'agir dans ce sens-là pour avoir plus de visibilité au plan public et également en interne pour que les membres soient vraiment impactés et être vraiment au même niveau d'information et au même niveau de fonctionnement structurel. Delphin, donc c'est la preuve que la réforme du système partisan en cours dans notre pays est en bonne marche, parce que c'est cela qui prévoit déjà le financement public des partis. Oui, c'est la preuve que la réforme du système partisan est en marche et en train de montrer de quoi, en tout cas, sont bien fondés. Le montant qui est dégagé, ce n'est pas ça qui va suffire pour faire tout. C'est pour ça, Julio a bien fait de rappeler qu'il y a trois sources. Ce n'est pas seulement le financement, c'est-à-dire la contrepartie de l'État qui va permettre aux partis politiques de se développer. Il y a les cotisations, et il y a aussi, je crois, les dons. Les dons. Mais on ne peut pas parler de ça sans parler d'abord de à quoi l'argent va servir et comment on gère cet argent. Mais l'argent servira à quoi? C'est l'article 5 qu'il a dit, vous allez me permettre de vous le lire. On dit le financement public des partis politiques concourt, entre autres, au financement des partis, non, au fonctionnement des partis, vous m'excusez, à la promotion de leurs programmes politiques, à leur participation aux consultations électorales, à la formation de leurs militants, à l'éducation civique et politique de leurs membres et des citoyens en général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parti politique est pratiquement une école qui doit veiller non seulement à l'idéologie, qui doit veiller à la morale, qui doit veiller au développement de la nation. Donc ce n'est plus un peu comme avant on faisait, c'est celui qui a la farine, qui a la pâte, et comme je l'ai dit, donc c'est lui qui a l'argent, donc c'est lui qui est le tout puissant, ce n'est plus ça. Donc du coup, l'État donne la possibilité aux partis politiques de faire réellement leur travail, de jouer leur partition. Donc du coup, vous n'allez plus dire que c'est parce que vous n'avez pas les moyens, parce qu'on sait, nous savons qu'avant, tout le monde ne cotise pas, c'est seulement celui qui a de l'argent qui y met, c'est celui qui met suffisamment qui devient le chef. Donc du coup, on se dit, oui, vous mettez un peu, nous vous donnons un peu. Mais quand je vous donne un peu, vous allez vouloir rendre compte, vous allez rendre compte de tout. Donc on vous amène aussi, un peu comme on le dit, verset biblique, on dit, si vous amenez au genou, je vais vous aider à mettre sur la tête. Donc il faut l'amener au genou et je vous aiderai à mettre sur la tête. Mais l'argent sera géré comment? C'est pour ça, du suivi du financement public, on a bien dit, l'article 12 dit, tout parti politique est tenu de produire à la Cour des comptes ses états financiers au plus tard le 30 avril de chaque année. Ça veut dire, ce n'est pas qu'on vous donne de l'argent, vous empochez et vous allez vous asseoir. Vous devrez pouvoir dire comment vous l'avez géré, vous devrez pouvoir expliquer le fonctionnement. Parce que quoi? L'État, puisque un parti politique est appelé à gérer l'État. Donc la bonne gestion déjà de l'État doit se lire déjà à travers votre gestion au niveau de votre parti politique. Parce que si vous ne gérez pas bien déjà vos fonds dans votre parti politique, imaginez comment vous allez gérer la caisse nationale. Donc, du coup, on doit pouvoir déjà lire à travers votre gestion, votre capacité de pouvoir gouverner et gérer. Donc, on a l'obligation de rendre compte. Donc, l'obligation de compte rendu, ce n'est pas seulement au niveau de l'État, mais c'est que ça descend complètement. Et déjà, au niveau des partis politiques, ça devrait déjà être une habitude, une leçon. Et puis, un peu comme un parti politique a pris ce parti comme une religion. Il faut que cela soit une religion pour les partis politiques, les membres. L'article 13 dit, en cas de fusion de plusieurs partis politiques, le financement bénéficie aux nouveaux partis politiques. Ça veut dire quoi?
parce que le code électoral, certes, a interdit les jeux d'alliance, mais la charte des partis politiques a été totalement claire sur ça, ce qui fait que l'article 12 au niveau de la charte des partis politiques dit « Seules les personnes physiques peuvent être membres d'un parti politique ». Ça veut dire qu'un parti politique ne peut pas être membre d'un autre parti politique. Même si le parti se fusionne, ce sont ces membres qui deviennent membres du nouveau parti politique. Donc, ça veut dire que l'autre parti n'existe plus. Alors, ce nouveau parti politique peut bénéficier de l'argent. Je prends le cas, nous sommes actuellement dans l'actualité. L'UP est en train d'aller vers une idée de rapprochement avec le PRD. Si c'est une fusion, ça veut dire que l'argent que l'UP a bénéficié maintenant va servir au nouveau parti politique. Mais si c'est un nouveau parti politique, l'article 14 dit en même temps, en cas de dissolution d'un parti politique bénéficiaire, le versement du financement est arrêté à partir du premier jour du mois de la dissolution. Ça veut dire quoi? Que si le rapprochement qui se voit, c'est pour ça, comme c'est l'actualité, c'est pour ça que j'en parle, comme le rapprochement qui se voit entre l'UP et le BR, si ça débouche sur un nouveau parti politique, ça veut dire que les sous que l'UP est en train de prendre maintenant ne devraient pas servir pour ce nouveau parti politique, parce que les sous n'ont pas été pris pour ce nouveau parti politique. Donc ça veut dire que les élections de 2023, si le nouveau parti politique qui naîtra, je n'ai pas encore dit que c'est ça, qui naîtra de leur rapprochement, si c'est un nouveau parti politique, ça veut dire que ces sous-là ne vont pas servir. Mais si c'est une fusion, c'est que ces sous-là... Si c'est une fusion, c'est que ça sert, et vous justifiez normalement. Parce que si c'est un nouveau parti politique, c'est bien dit à l'article 15 au niveau de la charte des partis politiques qui dit « Aucun parti politique nouvellement créé ou né de la scission d'un parti existant ne peut choisir une dénomination, un emblème, un logo, un sigle ou un slogan qui coïncide avec ceux d'un parti déjà enregistré au ministère chargé de l'Intérieur ou qui est susceptible d'engendrer la fusion dans l'esprit des électeurs. » Ça veut dire que si un nouveau parti politique se crée... La confusion, oui. D'engendrer la confusion dans l'esprit de ces électeurs. Si un nouveau parti politique arrive à naître du rapprochement du PRD et de l'UP, ça ne peut plus être l'UP, ça ne peut plus être PRD, et ça ne peut plus être Tchoko Tchoko, ça ne peut plus être, je ne sais pas, le slogan de l'UP ou le sigle de l'UP. Donc ça veut dire que c'est complètement un nouveau parti politique. Il faut demander ça à M. Sassé. C'est lui qui connaît les slogans. Donc ça deviendra totalement un nouveau parti politique, mais qui ne peut plus avoir les mêmes cycles, les mêmes définitions, les mêmes choses qu'un ancien parti politique. Donc du coup, c'est clair, c'est net. La loi sur le financement est claire, la charte des partis politiques est claire, et chacun sait où il va. Donc du coup, si on déconne, c'est vrai que les politiciens ont leur agenda secret, ont leurs mots secrets, ont leur façon de dire les choses qu'ils estiment secrètes, mais les tests existent et que nous tous, nous avons quand même la capacité de pouvoir les lire et de les comprendre. Donc du coup, ce qui se fait actuellement, ça va en droite ligne de l'évolution de notre pays, du développement de ce que, oui, on peut faire quand même quelque chose de beau et de bon si on veut le faire. Merci à vous, Delphin. Delphin vient d'expliquer à quoi doit servir le financement, mais avez-vous l'impression que sur le terrain, les fonds servent vraiment à ces fins-là? Je ne peux pas le dire de but en blanc parce qu'il faut être à l'intérieur des partis politiques pour savoir comment est-ce qu'en interne ça se gère. Est-ce que démocratiquement la gestion est faite? Est-ce qu'il y a un plan, un programme d'action en interne qui initie des actions de formation, des actions de renforcement de capacité des adhérents ou des membres du parti et tout ça, il faudrait être à l'intérieur pour le savoir. Maintenant, est-ce que du point de vue de l'action publique ou des activités publiques, nous enregistrons cela, je peux dire que oui, il y a quand même quelques activités. Au niveau de tous les partis. Au niveau de tous les partis, il y a quelques activités qui se font et qui font écho
ou quelque part, vous allez voir université d'été, ou vous allez voir école de parti, ainsi de suite. Donc, chacun trouve les noms qu'il faut pour rassembler ses membres et leur inculquer des notions civiques, ainsi de suite, pour qu'ils puissent avoir, qu'il y ait des militants vraiment aguerris à la cause du parti et pouvoir fonctionner avec des éléments de langage pour mieux vulgariser l'idéologie du parti. C'est parce que c'est de ça qu'il est question. Donc, sur ce plan-là, on voit quelques actions qui se font. Mais est-ce que ce n'est que ça? Là-dessus, je pense qu'il doit y avoir des voix plus autorisées, notamment les dirigeants de ces partis, pour pouvoir nous le dire de façon plus aisée et de façon plus véridique pour que nous puissions en faire l'analyse. Le constat que vous avez fait, Julio, sur le terrain, le constat que vous faites, est-ce que vous pensez que ces financements-là sont réellement utilisés à ces fins? Non, les partis politiques aujourd'hui n'ont pas le choix. Parce qu'ils savent qu'ils sont suivis aussi bien par leurs militants que par les pouvoirs publics, parce que là où va l'argent public, tout le monde a son regard. Je vais prendre peut-être 2 ou 3 éléments dans ce que Delphin a dit pour justifier de ce que les partis politiques, notamment les 3 partis politiques qui remplissent aujourd'hui les conditions pour bénéficier des financements le font. Pour 2 que je côtoie régulièrement, j'observe, parce qu'il faut l'observer avec moi, que ces partis ont régulièrement participé aux échéances électorales. C'est déjà très bien. Ces partis, pour la plupart, ont aujourd'hui des écoles, carrément, des formations régulières. J'en ai été un témoin acteur pour l'un des partis politiques. Il y a de ces formations régulières, il y a des formations, des formateurs qui viennent former des militants à la base sur différentes thématiques. J'ai été témoin d'un la dernière fois, en fait, pour parler en ce qui concerne, la posture du militant pour les élections, avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection, quelle doit être, en fait, la posture du militant citoyen pour, en fait, aboutir à des élections apaisées. Donc, je pense que sur le terrain, ils font suffisamment la chose. Et l'autre chose, c'est la promotion de leurs idéaux. Ce qui se fait, vous le voyez, il y a par moment même au niveau de nos chaînes de radio, télé, en fait, des vagues d'émissions ou bien des plateaux qui sont sollicités carrément, soit pour tel objectif ou bien pour tel. Donc, il y a fondamentalement, parce que c'est comme en fait les administrations publiques. Vous avez une carrière, vous devez l'utiliser. En fait, c'est ça. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Et donc, ils n'ont pas le choix parce que... de consommation, c'est ça? Oui, voilà, ils doivent consommer. Et donc, ça permet, il faut le dire, contrairement à ce qui se fait par le passé, une certaine dynamique qui met tout le monde au cœur de l'action. L'autre chose, la législation autour des partis politiques a exigé aujourd'hui que chaque parti doit avoir un siège dans un département. Ce que nous observons, c'est qu'ils ont véritablement des sièges permanents, des administrations permanentes qui fonctionnent quotidiennement. Il y a des gens qui y sont recrutés et qui travaillent quotidiennement. Donc nous pouvons dire que la dynamique impulsée par en fait les réformes la dynamique est en train d'être suivie, parce que ça permet en même temps en fait de véritablement s'approprier. Moi j'ai connu des gens qui au contact de la chose se sont véritablement en tant que militants se sont véritablement bonifiés, parce que là ils sont véritablement au cœur des actions politiques et la gestion administrative même financière des partis politiques, parce que il faut le voir du point de vue central et encore décentralisé. C'est juste à descendre jusqu'aux communes. L'autre chose qu'il faut peut-être souhaiter maintenant, c'est que ces partis politiques respectent véritablement leur statut en installant toutes les structures de base qui concourent, qui participent véritablement à la démocratisation au sein des partis politiques. Ce que Gangana vient de dire, notamment par rapport au financement, je pense que c'est une consultation gratuite qu'il vient d'offrir. Non, la question est assez pertinente, parce que tout ça doit être pris en compte par rapport à la forme de mise en commun à envisager. Il n'y a pas que fusion. Quand nous allons dans le fond, il y a fusion, absorption. Il y a fusion simple, il y a fusion absorption. Donc, ils doivent tenir compte de tous les éléments possibles, en tenant compte aussi du moment
pour savoir quel est le meilleur attelage, mais quel est comment dire, la meilleure forme de mise en commun à choisir pour que, de part et d'autre, en termes que les intérêts politiques soient préservés, mais de point de vue technique, en respect en fait des lois et pour préserver les acquis ou les existants, il y a véritablement des choix à faire et il y a d'autres à ne pas faire. Delphin, un mot pour finir. Pour finir, c'est que, oui, vous avez demandé à Julius si les sous sont dépensés à bon escient. Oui, c'est vrai qu'il ne peut pas ne pas avoir d'activité illicite ou d'autres choses, mais la seule chose, c'est que vous dépensez, vous devrez pouvoir justifier. Parce que quand on dit de déposer les états financiers, ce n'est pas que vous allez juste écrire « j'ai reçu tel montant, j'ai dépensé tel montant », que ce n'est pas fini. C'est qu'il faut apporter les preuves. Il faut apporter des preuves convaincantes. C'est vrai qu'on ne l'a jamais vécu ici, mais je crois en France, il y a même Sarkozy qui, son compte de campagne, on a vu qu'il y a des fausses factures, il y a des donc du coup... Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans le cadre électoral, dépassement des frais de campagne, c'est autre chose que le financement. Je ne parle pas que de dépassement. On a dit même dans les justifs qu'il a fournis, il y a des fausses factures. C'est ce que je dis. Je ne parle pas de dépassement. Je parle de la preuve de ce que... La nature des preuves. La nature des preuves, que j'ai fait telle chose. Il faut vraiment que cela soit réellement que vous l'aviez fait. Il ne faut pas juste dire que je l'ai fait. C'est vrai qu'on peut toujours trouver à dire sur ça, mais toujours est-il que les gens auront intérêt à bien gérer, à bien le faire, et que les sous qui ne sont pas utilisés, que ces sous-là soient reversés encore dans la caisse de l'État, parce qu'on dit taux de consommation, du moment où un parti politique a bénéficié d'un financement, mais qui s'est transformé en nouveau parti politique de la dissolution, donc il faut que ces sous ne soient et vu qu'on n'a pas encore de précision officielle. Non, c'est pour ça que je dis si un parti politique arrive, si un parti politique arrive à en tout cas se recréer, et donc il faut que ces sous retournent dans la caisse commune parce que c'est notre caisse commune, donc du coup il faut qu'on retourne ça. Mais je pense que les partis politiques ont intérêt à le faire parce qu'aujourd'hui la Cour des comptes est là pour surveiller et avec la tendance actuelle, il n'y a pas papa, il n'y a pas enfant. D'accord, merci à vous, chers invités, pour la discussion de ce soir. J'ai été avec Delphin Gangana, il est assureur, analyste politique. Merci, Julio Savetti, juriste. Merci, et Cécile Tonoukoun, administrateur culturel. C'est la fin de Ça se discute de ce jour qui marque aussi la fin du grand soir. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre page Facebook E-Télé en direct, sur notre chaîne YouTube E-Télé Bénin, l'application iOS E-Télé Bénin. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.